Nicolas Richard, bonsoir. Bonsoir. Vous sortez 7 livres en cette rentrée, mais un seul que vous signez. Il s'appelle Par instant, le sol penche bizarrement, carnet d'un traducteur aux éditions Robert Laffont. Vous êtes traducteur, donc, de l'anglais au français. Au total, 120 livres traduits, 30 ans de carrière, et par instant, à vous lire, le sol penche encore bizarrement. Est-ce que ça veut dire que voilà, c'est un bouleversement des sens, la traduction ? En tout cas, à chaque livre, je suis dans une situation nouvelle où je dois réinventer la méthode pour traduire le livre que j'ai sous les yeux. Donc, cette idée de sol qui penche, c'est effectivement l'idée que je ne suis jamais complètement à l'aise, ni avec la langue anglaise qui a toujours des mystères au gré des romans, ni avec ma propre langue française que je découvre constamment et que je suis constamment obligé de bouger. Il faut être bilingue pour être traducteur, totalement bilingue ? C'est utile, il faut être surtout extrêmement curieux de littérature. Enfin, je ne vais pas dire ça de manière générale pour tout le monde, mais en tout cas, moi, tel que je vis cette activité, c'est la passion de la littérature. En fait, le goût d'écrire, le goût de lire et de voir ce qu'on peut faire pour passer d'une langue à l'autre. Quand on vous demande ce que vous faites, que vous dites que vous êtes traducteur, la première question qu'on vous pose, c'est est-ce qu'on traduit mot à mot ? Réponse. La réponse, j'ai mis un livre entier pour essayer de la fournir, en fait. Mais c'est vrai que quand on ne s'intéresse pas particulièrement à l'activité de traduction, on peut imaginer quelque chose d'assez automatique. On a des mots qui suivent, on regarde dans le dictionnaire, on les suit, puis voilà, c'est fait. Et évidemment, pas du tout, et voilà. Vous allez assez loin quand même. Est-ce que tous les traducteurs font ça, par exemple, pour la traduction d'un livre, vous êtes intéressé de façon très très sérieuse à la pêche ? Oui. À l'univers de la pêche, je veux dire. Oui. Non, je pense que quasiment toutes les traductrices et tous les traducteurs fonctionnent comme ça. C'est une nécessité. On est des lecteurs passionnés. Mais s'il y a la moindre ambiguïté dans le texte en version originale, on est obligé de mener l'enquête pour lever l'ambiguïté. Mais traduire, c'est trahir un peu quand même ? Mais parler, c'est trahir. Mais tout à l'heure, vous parliez de la pêche. Effectivement, je me suis retrouvé à traduire des nouvelles de Tom McGuane. Et moi, j'ai jamais pêché de ma vie, ni à la mouche, ni autrement. Et donc, je me suis retrouvé une après-midi dans un petit magasin de pêche de Issy-les-Moulineaux, à poser mes questions au milieu de 5 pêcheurs qui se bidonnaient bien. Et je leur disais, mais je comprends pas. Alors, si le fil est juste derrière la pierre, est-ce qu'il y a un tourbillon ? Ça fait quoi ? Et voilà, quoi, ça fait partie du métier. Alors, vous êtes la plume française d'auteur de la Beat Generation, de Bob Dylan, de Patti Smith, mais aussi des mémoires de Barack Obama. On vous doit également un certain dialogue du film Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Vous êtes parfois en contact direct avec les auteurs. C'est le cas avec Tarantino. Est-ce qu'il y en a un avec qui ça a été particulièrement croustillant, passionnant, savoureux de travailler ? Alors d'abord, je précise quand même que les mémoires d'Obama, nous étions 3 traducteurs. Oui. Il y avait mes collègues Charles Courset et Pierre Demarty. C'est vraiment un travail à 3. Un temps aussi très court voilà. Pour le faire. Mais est-ce que, donc, Obama, vous n'avez pas été en contact avec lui. Quentin Tarantino, par exemple, oui. Est-ce qu'il y en a un qui reste comme ça, qui a été une rencontre aussi ? Tarantino, c'était très amusant. On a fait deux séances de travail ensemble dans un petit café à Paris. Et moi, je traduis quand même essentiellement la littérature. Et essentiellement la littérature américaine, même s'il y a parfois des Irlandais ou autres, ou britanniques. Tarantino, c'est très rigolo. Et là, pour moi, le sol penchait encore plus, parce que ses références ne sont pas littéraires, elles sont vraiment cinématographiques. Et quand je lui pose une question en lui demandant, voilà, pourquoi il dit ça ? Et lui, il a une série de scènes de films classiques ou pas, obscurs ou pas. Il y a un petit souci avec l'orthographe aussi. Alors oui. Voilà, ce qui est assez amusant dans Inglourious Basterds, c'est que son scénario est truffé de fautes d'orthographe, ce que n'importe quel étudiant aurait pu corriger en 1 heure, mais manifestement, c'est pas son propos. Manifestement, c'est son registre, c'est le cinéma, c'est les scènes de cinéma, et l'orthographe, c'est qu'un document intermédiaire, en fait, le scénario. Oui. Récemment, on a beaucoup parlé de traduction. La poétesse afro-américaine Amanda Gorman a été propulsée sur le devant de la scène mondiale après avoir lu un poème lors de l'investiture du président Joe Biden. De nombreux éditeurs ont alors voulu diffuser son œuvre, mais une polémique un peu identitaire a surgi au moment de la traduire. Question que je vous pose, faut-il être noir pour traduire la poétesse afro-américaine Amanda Gorman ? C'est la question qui s'est posée il y a quelques mois. Oui, alors justement, je pense que la question est mal posée. Il faut se souvenir que Amanda Gorman lit son poème de Hill We Climb
en janvier ou en mars, enfin juste là, en début de cette année. En janvier, au moment de l'investiture de Joe Biden. Et très peu de temps après l'assassinat de George Floyd, au moment où les supporters de Trump ont envahi le... Oui, il y a tout ce contexte. Voilà. Il y a tout un contexte aux États-Unis. Mais donc, est-ce qu'on peut être blanc et traduire Amanda Gorman d'un mot? D'un mot, oui, mais une fois de plus, Amanda Gorman, ça peut être l'occasion de faire travailler des traductrices qui sont peu visibles. C'est peut-être ça aussi qu'on pourrait voir la chose sous cet angle-là. Par instant, le sol penche bizarrement, carnet d'un traducteur, Nicolas Richard. Merci.